très chères esthéticiennes préférées. Alors, il y a quelque temps, je me suis rendu compte que certaines d'entre vous me posaient pas mal de questions concernant le microblading, le micro-needling, le maquillage semi-permanent et tout ce qui s'ensuit. Et donc, moi, je suis plutôt issue de l'esthétique traditionnelle et donc, ça me pose problème de ne pas pouvoir vous répondre. Donc, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis renseignée auprès des meilleurs professionnels de ma région. Donc aujourd'hui, je vous présente une interview que j'ai réalisée au centre Pigmentsé. Donc c'est un centre de formation de la région lyonnaise, à Meyzieux tout précisément. Et Violetta et Montsé ont eu la gentillesse de répondre absolument à toutes mes questions. Donc je vous laisse découvrir. C'est parti. Bonjour Violetta. Bonjour. Violetta, vous êtes responsable du centre de formation Pigmentsé, c'est ça? Du service formation du centre de formation. Service formation, Ouais. Très bien. Violetta, depuis combien de temps est-ce que vous exercez chez Pigmentsé comme ça? Depuis combien de temps ça existe Pigmentsé? Alors Pigmentsé, c'est une grande histoire de famille d'ailleurs, puisqu'en fait cette marque a été créée par Monse, qui est mon associée mais qui est avant tout ma sœur, avant 99 et qui a souhaité donc avoir de la clientèle en maquillage permanent, en effraction cutanée. Et ensuite, elle a créé la marque Pigmentsé. Et moi, je l'ai retrouvée, on s'est associés il y a 11 ans. D'accord. Pour créer ce centre de formation sur Meyzieux. D'accord, dans la région lyonnaise, pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. Alors justement, vous êtes spécialiste de l'effraction cutanée en esthétique, mais alors qu'est-ce que c'est que ça? L'effraction cutanée, ça fait un petit peu peur, parce Oui. qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu une bête bizarre. En fait, c'est une modification corporelle au final, sauf que pour la rendre un peu plus accessible et un peu plus girly, puisqu'on a envie aussi d'avoir des mots plutôt faciles à comprendre, c'est le fait de venir modifier sur le visage ou sur le corps une partie du corps ou du visage. Ouais. Par exemple, effraction cutanée des sourcils, mais qui peut aussi s'appeler microblading, maquillage permanent ou d'autres termes. Et je crois que vous faites aussi du micro-needling, c'est ça? Oui. Et vous formez aussi les artistes tatoueurs? Oui, mais pas que. Donc, en fait, dans l'effraction cutanée, on a plusieurs divisions. Nous avons la division artistique, qui est vraiment tout ce qui est lié au corps, c'est-à-dire du tatouage, pour appeler ça simplement. La division esthétique, qui là est plus basée sur le visage, avec comment harmoniser des traits. Et la division plutôt médicale, avec justement tout ce qui est reconstruction d'aréoles mammaires ou camouflage de cicatrices ou de cuir chevelu. Quand il n'y a plus de cheveux, on peut créer l'illusion d'avoir des cheveux. Donc, c'est quand même très très complet. On peut faire beaucoup de choses grâce à ça. Oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, je viens d'une formation en esthétique et on nous a toujours dit dès le départ, quand on fait un diplôme en esthétique, qu'on n'est pas censé aller au-delà de l'épiderme. Donc, comment est-ce que vous gérez ce truc-là? Bien, en fait, il y a une tolérance puisque en fait, cette activité est réglementée depuis 2008 seulement, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, ça fait 11 ans que cette formation a un cadre plutôt simple, on va dire, mais qui permet aux personnes, d'une façon encadrée, de pouvoir exercer. D'accord. Et je crois que quand on fait ce type de formation, il y a une formation d'hygiène qui est obligatoire, c'est ça? Oui. Alors, c'est vrai qu'on le rappelle, ces formations d'effraction cutanée où on a au final une aiguille au bout et qui permet de modifier sur le corps ou sur le visage un aspect du client, en fait, est encadrée depuis fin 2008. Et la seule formation qui est obligatoire au préalable, c'est la formation hygiène et salubrité, qui est normée, puisqu'il y a un décret. 2-3 jours sur 21 heures pour faire cette formation et qui va fixer les règles de comment faire cette formation, dans quelles conditions exercer et dans quelles conditions d'hygiène pour pouvoir limiter surtout les contaminations croisées. Ok. Et donc justement, j'ai posé la question à certaines esthéticiennes que je connais, notamment sur le groupe ST-Défi. Et donc, la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut une salle, une cabine spéciale quand on fait ce type de prestation?
Alors, c'est une très bonne question et en effet, oui, il faut une cabine spéciale, mais spéciale le jour où vous allez faire la pigmentation, la prestation. C'est-à-dire qu'une esthéticienne qui aurait une seule cabine dans l'institut, en programmant la prestation, en organisant son travail, ce qu'elle doit faire au quotidien, Oui, en principe. normalement, et bien en fait, comme on a une procédure de nettoyage des sols avant et après la prestation, il faut juste que la cabine soit assez vide le jour où on va pratiquer. D'accord. Après, il y a quelques normes quand même qui sont assez simples puisqu'il faut avoir un point d'eau dans la pièce ou attenant à la pièce, un sol lisse et lessivable, un mur lisse et lessivable et si possible une extraction d'air par une fenêtre, une climatisation réversible. D'accord, donc c'est finalement pas si compliqué que ça. Non. D'accord. Et justement, alors il y a beaucoup de personnes qui font ça en freelance, dans les personnes qui sont venues en formation chez vous, j'imagine qu'il y en a une partie qui font du freelance et puis une partie qui sont installées chez elles. Quand on reçoit quelqu'un en freelance, on est obligé de tenir ce genre de règles, c'est ça? Alors en fait oui, puisque la personne qui est finalement le professionnel qui vous accueille doit avoir à chaque fois les mêmes normes que vous qui avez fait cette formation. Donc il y a aussi un affichage obligatoire, un tri des déchets puisqu'on est sur une activité à risque infectieux. Alors on donne souvent le côté plutôt négatif ou qui va faire un peu peur, mais c'est surtout pour insister qu'il y a quand même un risque dans cette activité. Et le risque numéro 1, c'est d'être face à du sang ou de la lymphe. Mais au demeurant, en esthétique traditionnelle, quand on épile ou quand on fait certains soins, il y a certains soins où on va mettre des gants et il y a aussi un risque quelque part. Exactement. Donc c'est pas plus drastique, mais quelque part, ça place aussi le métier, puisque dans votre question première, c'était est-ce que l'activité est réglementée? Oui pour l'hygiène, non pour le reste. D'accord. Voilà. Et pour aller encore un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut faire ça si on est esthéticienne à domicile et qu'on va chez nos clientes, est-ce qu'on peut le faire chez une cliente? Alors là, non les filles, interdit, sinon je mets mes lunettes et j'arrive en inspecteur. Avec sa baguette là. Alors on aimerait bien dire oui, bien sûr, mais non, puisque en fait chez votre client, même s'il est super sympa, très propre, etc., on ne peut pas garantir une hygiène parfaite. Par contre, elles peuvent quand même continuer à faire l'activité classique à domicile. Et puis, souvent, on va dire, ralliez-vous à une esthéticienne qui, par exemple, est fermée le lundi et faites du freelance chez elle le lundi. Oui, c'est une par exemple. Ça permet de continuer l'activité. Alors, ça me permet de rebondir encore une fois. C'est-à-dire que quand on a de temps en temps des freelances qui viennent en institut de beauté, comment ça se passe au niveau de la rémunération? Est-ce qu'il y a des pourcentages que vous conseillez de rémunération? Comment, au niveau de l'organisation, qu'est-ce que vous conseillez en fait aux personnes? Alors, en freelance, généralement, ce qu'on peut constater, c'est que c'est de 20 à 30% de reversion sur la professionnelle qui vous accueille. Une professionnelle qui prend du temps, qui prépare sa cabine pour accueillir quelqu'un, il faut quand même qu'elle s'y retrouve derrière. Sur des prestations, des fractions cutanées ou maquillage permanent, où on a quand même un panier moyen qui est assez haut, c'est quand même des prestations de luxe. Il faut qu'il y ait au moins 2-3 clientes. Et surtout envisager pour la retouche, c'est-à-dire la fois d'après où je vais revenir, quand je vais finalement rien facturer, essayer d'avoir une nouvelle cliente pour avoir à chaque fois un gain Voilà, exactement. Que, du coup, c'est toute une organisation de manière à faire du chiffre à chaque fois et que chacune puisse s'y retrouver. Et surtout, il faut vous dire que 20 à 30%, ça peut paraître beaucoup finalement, mais en fait, c'est l'esthéticienne qui vous reçoit. Déjà, elle a un loyer à payer, elle a des frais, etc. Mais en plus de ça, elle vous fait votre publicité. Donc ça, c'est des choses que vous n'avez pas besoin d'investir en fait dans de la publicité. Donc c'est un système gagnant-gagnant finalement. Bien sûr. Et puis après, j'ai envie de dire, soyons folles, parce qu'on va parler au féminin, on pourrait même donner jusqu'à 50%, moi il n'y a rien qui me choque, du moment où c'est établi, c'est écrit bien évidemment, parce que le freelance aussi, il faut l'écrire, pas juste taper hop là dans la main et c'est parti. Ok. Alors pour faire ce genre de prestations, la dermopigmentation, le microblading, etc., est-ce qu'il y a besoin d'avoir une sensibilité particulière? Est-ce qu'il y a un profil type en fait? Alors ce qu'on a pu remarquer sur ces 11 années, en tout cas pour moi, et sur ces 20 dernières années dans ce métier-là, on se rend compte que bien évidemment une esthéticienne, elle a
des prérequis. Elle a déjà une connaissance sur la technique, la peau, sur l'installation du client, tout ce protocole qui finalement fait beaucoup dans la prestation. Mais on se rend compte aussi que des personnes qui vont être prothésistes ongulaires ou qui vont faire que de l'extension de cils, qui sont dans la minutie, puisque quand on travaille sur un visage, on est sur des petites parties, des petites proportions. Donc il faut avoir une bonne vue, une bonne dextérité. Si vous aimez vraiment le massage et faire que ça toute la journée, c'est un peu l'antithèse du massage, les fractions cutanées au final. Ouais, c'est un peu comme... moi, je vois deux types d'esthéticiennes. Il y a celles qui sont plus dans la mise en beauté, avec l'onglerie, le maquillage, etc. Et puis celles qui vont être plus dans le bien-être et qui vont s'éclater à faire du soin du visage, du massage. Donc en gros, celles qui sont plus dans la mise en beauté, ça leur conviendra plus parce qu'elles vont être plus minutieuses. Et par contre, celles qui sont plus dans le bien-être, ça risque d'être un peu plus compliqué pour elles. Bon, quelquefois, il y a des exceptions, comme toujours. Mais par contre, ça, c'est ce qu'on a pu constater, oui. Et les prothésistes ongulaires, souvent, sont très, très douées en maquillage longue durée. Parce qu'en fait, elles ont l'habitude de faire du nail art, du détail. Donc, on le voit, elles sont très douées là-dessus. Oui. Et du coup, les pigments que vous utilisez, est-ce que c'est les mêmes pigments que les tatoueurs ou il y a des différences? Comment ça se passe? Alors, pour les pigments, ce qui est important de rappeler aussi, c'est que là, pour une fois, on a une réglementation aussi sur les pigments depuis 2008. En fait, la profession a commencé à s'encadrer depuis 2008 seulement. Donc, on nous demande de travailler avec des produits qui soient conformes aux réglementations, bien évidemment. Donc, on ne va pas détailler parce qu'il y a toute une liste de normes à avoir qui sont assez succinctes. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde, tous les vendeurs sont au courant et sont capables de mettre sur le marché des produits normés. Pour les pigments, on pourrait utiliser les mêmes. D'accord. La seule chose, c'est qu'en fait, sur le visage, on n'est pas sur la même durabilité. Le client, en fait, il aime que ça puisse s'estomper et qu'on puisse... parce que le visage, il a tendance à... des traits, voilà, ça fesse. Donc, du fait qu'on va pouvoir toujours réharmoniser le visage en... Surtout le sourcil, venir remonter pour lifter un petit peu, donner au fur et à mesure du temps, en fait. Oui, et puis surtout aussi, ce qui est dangereux, si on utilise des pigments de tatouage corps sur le visage, c'est qu'il y a aussi la tendance qui évolue. Aujourd'hui, le maquillage longue durée visage n'est plus du tout la même chose qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, les clientes payaient pour que ça se voie. Aujourd'hui, elles payent pour que ça se voit plus. Voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle de celles qui, dans les années 90, faisaient des contours marron super... Je l'ai eu. Noir avec du rouge, c'était magnifique. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, c'est vrai que les tendances évoluent et que il vaut mieux aller vers mettre en valeur, de la mise en valeur des traits naturels des personnes, plutôt que d'aller vers du maquillage chargé, quoi. Et surtout, quand on est esthéticienne, on a certainement soit des conseils maquillage à vendre, soit une gamme de maquillage. Et si du coup, les clientes sont déjà maquillées, elles n'achètent rien. C'est ça. Donc, c'est quelque part, c'est pas bon pour le En commerce. fait, c'est le mythe de la princesse, c'est ça, qui se lève le matin, elle est toute fraîche, elle est toute belle. Voilà, c'est ça. Après, en France aussi, on a des besoins ou des demandes qui ne sont pas les mêmes qu'à l'étranger. À l'étranger, vous avez des personnes qui se font tatouer des fards à joues, des fards à paupières. En France, ça existe. Par contre, la cliente finale, c'est pas ce qu'elle aime porter avec un eyeliner qui va être fondu comme un fard à paupières. Parce que quand vous avez l'œil qui va commencer à s'affaisser, les traits s'affaissent avec. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, c'est important. Et penser, effectivement, ça c'était vraiment une remarque hyper pertinente, c'est que si on fait un maquillage déjà hyper marqué en maquillage semi-permanent, et du coup, vous vendez plus du tout de maquillage et c'est un peu dommage. Ouais. Donc, ça peut être en fait un super appui, par contre, pour développer vos ventes de maquillage derrière. Ouais. Il faut plus le voir comme ça. Alors, autre petite question où ça peut porter à polémique, c'est les assurances professionnelles. Parce que je sais, en ayant travaillé avec différentes machines, différents appareils, que les assureurs n'assurent pas n'importe quel appareil. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des assurances qui assurent ce type de prestations ou c'est compliqué d'être assuré? Alors aujourd'hui, la chance pour les prochaines personnes qui vont se former ou celles qui sont déjà formées, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'accès. Il y a encore 11-12 ans en arrière, il y avait un cabinet parisien et c'était plutôt très cher puisqu'on était à peu près à 1000, en euros, en francs. 1200 voilà, euros à peu près par an. Aujourd'hui, alors chaque esthéticienne doit regarder avec son cabinet d'assurance. Certainement, les assurances les plus connues proposent des contrats. Nous, par exemple, nous avons fait développer un contrat pour justement
exclusivement les fractions cutanées. Après, les petits rouages qui vont être différents, ça va être si je suis en fixe, si je me déplace, si j'ai besoin, voilà, en fonction du chiffre d'affaires aussi. Là, c'est tout un métier, l'assurance, mais c'est plus facile de s'assurer aujourd'hui, oui. Ok. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre centre de formation et les autres types de centres de formation? Je sais que vous êtes beaucoup dans l'accompagnement, au niveau de la rentabilité, tout ça. Vous accompagnez, non seulement vous formez techniquement, mais vous accompagnez beaucoup sur l'avant et après installation. Alors ça, c'est une question qui est très importante et qui, moi, me touche encore plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a deux choses. Quand un professionnel vient nous voir, il a envie que, c'est un petit peu comme un caprice. Je me dis finalement, j'ai envie de me former, j'ai envie qu'on me dise oui à tout. Ça, c'est très facile de dire oui à tout. C'est de la vente un peu forcée. Et finalement, qu'est-ce qui fait? C'est qu'aujourd'hui, on est encore là sur tant d'années. C'est parce qu'en fait, on va à chaque fois s'intéresser au client, lui demander très bien, voulez-vous former, mais qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Voir aussi la mesurabilité de son projet. Est-ce qu'il est capable de le mettre en place? Comment? Si c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup pris dans son institut, il faut dégager du temps pour du maquillage permanent. Donc, on va essayer de construire le projet avec cette personne, également parce qu'on est des formateurs. Ça, c'est notre éthique numéro 1, parce qu'on peut les accompagner sur du matériel et qu'on donne toujours des rapports assez simples, comme une voiture. Quand j'apprends à conduire, au final, alors soit je veux m'acheter une Porsche tout de suite parce que mon statut social fait que, mais sinon, si j'ai besoin de faire 5 km par jour, une petite Twingo, ça suffit. Je ne suis pas concessionnaire auto, je le dis quand même, mais c'est vrai qu'une petite Twingo peut suffire. Oui. Donc c'est vraiment accompagner le client, savoir, et puis quelquefois dire c'est pas le moment. Alors c'est un peu pas très commercial finalement pour nous-mêmes, mais des fois dire aux gens c'est pas le moment de vous former, attendez un peu, ou votre cabine elle n'est pas faite en ce moment, il vaut mieux reporter votre projet et puis surtout parce que quand on n'a pas le langage, on pense qu'on peut faire 10 clients par jour à 400 € et on va s'envoler. La réalité du marché, elle est autre. Oui, elle est autre. Donc, c'est important de savoir comment la personne veut se former, qu'est-ce qu'elle veut faire de ça. Et puis, surtout pour nous, l'éthique de notre centre, c'est qu'est-ce que vous allez faire de notre savoir-faire? Comment vous allez le véhiculer? Parce que nous, on s'engage aussi quelque part à avoir un réseau. Notre entreprise, elle est familiale. Et en fait, nos stagiaires deviennent finalement notre famille. Famille professionnelle, mais c'est la même. Donc, on veut les mettre en avant. Et chez nous, notre nouveau slogan d'ailleurs, c'est la star, c'est vous, c'est pas nous. Il n'y a pas de starification de nos formateurs. Même si je pourrais, par exemple, Monse, la mettre sur un pédestal en disant les numéro 1 maquillage permanent. Mais moi, ce que je veux, c'est que demain, ces élèves dépassent Monse. Ça, c'est une réussite. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Quand on est formateur, c'est la meilleure des récompenses. Exactement. Et donc, juste pour rebondir par rapport à la rentabilité, du coup, quand on fait une formation en dermopigmentation et qu'on investit dans un appareillage, alors j'ai bien compris, il y a la Twingo en appareillage et la Porsche. Ouais. Déjà, comment on fait pour choisir et au bout de combien de temps on arrive à rentabiliser la formation et l'achat du matériel? Alors déjà, comment on va faire pour choisir le matériel? On va fixer aussi son tarif d'abord. En fonction de sa carte de soins, il faut que ça soit en cohérence. Si j'ai un institut low cost, je ne peux pas me mettre sur des tarifs haut de gamme et vice-versa. Et puis en fonction aussi du projet de la personne. Quel est votre projet? Est-ce que vous voulez faire plus que du maquillage permanent? Du coup, je vais être une spécialiste. Ou est-ce que je veux faire ça de temps en temps? Ou est-ce que c'est la responsable de l'institut qui dit je veux laisser les épilations ou les autres soins aux autres membres de l'équipe et moi, je vais faire des soins un peu plus techniques? Une fois qu'on a ces paramètres, on va pouvoir accompagner la personne. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un investissement, certes, et pour nous, l'investissement le plus fort doit être sur la formation. Parce que c'est souvent le professionnel se forme et puis après oublie de se former. Sortir de l'institut de beauté, c'est tellement important. C'est l'essentiel de notre métier. Que ce soit pour la technique ou pour toutes ces histoires de gestion, de communication, de marketing, etc. C'est vrai que c'est hyper important de toujours demeurer des étudiants en fait. Après, ce qui est bien aussi dans notre métier, dans les entreprises artisanales, on a des fonds de formation qui accompagnent les chefs d'entreprise ou les salariés. C'est des droits, donc il faut aussi faire valoir ce droit pour la partie financière de la formation. Alors même si ça ne va pas prendre toute la globalité de la formation, mais une partie. On va dire ce qu'on a pu constater, c'est que, je vais donner un chiffre, mais qui n'a pas vraiment de sens tout de suite dans la discussion. On va dire qu'avec 5 000 €, formation matérielle inclus, on a quelque chose pour bien démarrer, en sachant que prix d'appel, puisque ensuite, quand on démarre, il va falloir faire un prix d'appel pour avoir de la clientèle, 250 €, 300 €, ce qui veut dire avec une moyenne de 20-25 clientes,
on a un retour sur investissement plutôt rapide. Parce que si on va comparer avec d'autres métiers où il y a un investissement beaucoup plus lourd, ou si avec des marques dans dermologie par exemple, il faut plus de 25 clients pour rentabiliser. C'est sûr, oui. Ah ouais. Oui, donc 5 000 €, c'est pas grand-chose finalement. C'est pas grand-chose. Après, alors on parlait tout à l'heure de micro-needling, ce nouveau soin technique où tout le monde en parle, après micro-bleeding, micro-needling. L'avantage dans notre centre de formation, c'est que nos appareils sont compatibles pour les deux techniques. Donc, il n'y a pas d'achat supplémentaire. Donc, on va faire un achat qui va être intelligent dès le départ. Donc, c'est un appareil qui fait à la fois le micro maquillage permanent. Et maquillage permanent. Voilà. Okay. Donc, en fait, c'est juste l'embout qui va changer. Et le principe actif, bien sûr, au lieu d'avoir du pigment, on va avoir un principe actif sur de la base d'acide hyaluronique. Ok. Et alors, justement, on n'en a pas parlé là, mais il y a une technique qui est revenue à la mode, on va dire. C'est le microblading. Microblading. Voilà. Et donc, on en parle énormément là en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce microblading finalement et quelle est la différence avec le maquillage permanent? Alors, vous voyez, je vous donnais l'exemple de la voiture. Prenez votre calèche avec des chevaux. C'est ça le microblading. C'est vrai que le microblading, c'est l'ancêtre du maquillage permanent. C'est l'outil qui va changer. Alors, positif, négatif. Sans être réfractaire, quand on a dit oui, il y a vraiment une demande sur le microblading, moi tout de suite j'ai dit oh là là, on va pas faire ça, on va revenir 15 ans en arrière, pourquoi faire? Sauf qu'aujourd'hui sur le marché, on se rend compte de quoi? C'est que la demande de la cliente a changé. Elle veut des choses plus éphémères. On est dans une société qui est en pleine mouvance, donc on est perpétuellement. Voilà. Donc elles veulent moins des choses qui sont figées dans le temps. Donc on s'est dit, il faut proposer le microblading. La crainte numéro 1 en microblading, et là je m'adresse aux esthéticiennes, parce qu'il n'y a que des esthéticiennes normalement qui écoutent ça, c'est qu'en fait on a mis une technique où on se forme très vite, avec très peu d'investissement dans les mains de tout le monde. Nous, on forme des non-esthéticiennes aussi. Mais une esthéticienne, elle a quand même une longueur d'avance sur la peau de la cliente, tout le protocole, tout le conseil, tout ce qui va avec. C'est quand même une conseillère aussi. Là, moi, je dis joker, parce qu'en fait, on a en 5 jours chez nous pour le microblading, ce qui est très court, hein, plus 3 jours d'hygiène. Mais vous avez des formations en 2 jours, ou voire même en 1 jour. Puisqu'on n'a pas d'obligation de se former sur une partie pratique. La seule, c'est l'hygiène. Ce qui veut dire que si moi, je suis secrétaire, je me forme 3 jours en hygiène et demain, je fais du microblading. D'accord, donc on peut juste regarder des vidéos sur Internet et puis faire du microblading? Oui. Ouais, c'est pas très sérieux. Voilà. Et après, voilà, quand on est professionnel, c'est pas sérieux. Par contre, c'est vrai que souvent les gens qui se forment en microblading, derrière, viennent au maquillage longue durée. Pourquoi? Parce que la cliente, une fois qu'elle a fait quelque chose d'éphémère, elle se dit, tiens, j'aurais envie de passer sur quelque chose de plus durable ou faire ma bouche. Alors, c'est possible techniquement. Sauf que là, ça fait un peu plus mal. Et puis là, c'est dommage, ça serait, vous voyez, prendre ma voiture où je sais que je vais pouvoir aller plus vite, plus loin et reprendre ma calèche où je sais que ça va être plus compliqué. Oui, c'est sûr. Soyons modernes. Et du coup, la durée d'une technique, par exemple, je vais faire mes sourcils en microblading. D'ailleurs, vous n'allez pas y échapper. Hein. Vous avez vu? Ça ne restera pas comme ça. Ça, c'est impossible. La prochaine fois que vous la verrez, elle aura des sourcils. Je m'y engage. Je sais pas. Si, ça me fait peur. Non, n'ayez pas peur. Je suis très douillette, les filles. Ouais, mais la douleur, c'est dans la tête. Je suis forte. Ouais. Je vous tiens au courant, les filles. En tout cas, oui, ça dure combien de temps, du coup la durée de vie de la prestation, ça va durer combien de temps en microblading versus combien de temps en dermopigmentation? Alors, dans cette question, il y en a 2. La première, c'est commercialement parlant. Qu'est-ce que je vais dire à mes clientes? Ça dure au moins 8 mois, 1 an. Ça, c'est pour vendre la prestation. Version off, microblading, on est vraiment en première couche d'épiderme. Donc, en fait, il faut se dire que c'est mon poignet qui va implanter le pigment. C'est ma force de pénétration. Donc, ça va être vraiment de l'effleurage. Et en effet, on va avoir un peu comme si un chat nous avait griffé. Donc, voilà cette petite croûte superficielle qui se forme. On va dire une bonne tenue, 4 à 8 mois en fonction de la couleur utilisée, puisque plus c'est foncé, plus par logique, ça va rester longtemps visible. Alors que le maquillage longue durée, on peut dire que commercialement 2 à 3 ans ou 2 à 5 ans, réellement 15 mois, 18 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cliente, ça c'est notre défaut à nous les femmes, c'est que du coup on se regarde de très près et qu'on voit toutes les petites imperfections, alors qu'il faudrait regarder de plus loin et avoir le visage en fait, une notion entière du visage et non pas le zone par zone. Voilà. Ok. Et donc du coup, en termes de tarifs pour la cliente, le microblading et dermopigmentation. Alors, dermopigmentation, maquillage permanent, maquillage longue durée, morphopigmentation, micropigmentation, tatouage. Pour schématiser, c'est du tatouage esthétique.
pour que la cliente, au final, le comprenne. Parce que si je lui dis je fais de la micropigmentation, elle est perdue. Donc, il faut utiliser un langage simple. Et votre question, je l'ai perdue. En fait, vu que ça dure moins longtemps avec le microblading, est-ce qu'il y a une tarification qui est inférieure? Oui et non, parce que sur certains secteurs, moi je me souviens d'une élève formée qui en microblading prenait 400 € pour les sourcils. Au début, je dis vous avez un panier trop haut, mais elle avait eu au moins 100 clientes. Donc comme quoi, ça ne dépend pas du secteur. Ça marchait, elle avait une carte de soins plutôt haute. Donc c'était relation avec la carte de soins. Voilà. Sauf que quand elle s'est formée en maquillage permanent, elle s'est rendue compte qu'elle devait mettre des prix plutôt très hauts en sourcils. Elle était à 500, 550 €. C'est l'offre et la demande. C'est ça. Voilà. Donc faites bien attention aussi à votre positionnement tarif, les filles, parce que c'est hyper important, effectivement. Autre question. J'en ai des questions, mais c'est passionnant comme sujet. J'ai entendu dire qu'il existait un CQP, donc un certificat de qualification professionnelle qui existe sur la dermopigmentation. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça? Alors oui, c'est vrai, sauf que non, il n'y a pas vraiment de gens qui veulent aller sur ce CQP-là, en sachant que dans la convention collective justement de la branche esthétique et parfumerie, on a une grille salariale qui est aussi plus haute quand les gens ont cette compétence-là. Donc, c'est intéressant quelquefois pour les salariés d'acquérir une compétence supplémentaire. Mais oui, et malheureusement, on n'a pas tant de demandes que ça, finalement. Et pourtant, vous le faites avec les écoles Perfit, là, sur Lyon, c'est ça? Oui, nous sommes partenaires avec les écoles Perfit, tout à fait. Ok. Autre question, j'ai quelqu'un sur le groupe ST-Défi qui m'a demandé au niveau de la tenue, parce que il y a des personnes qui ont fait du microblading sur leurs clientes et au final, ça n'a pas tenu ou il y a quasiment rien eu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est dans la peau et que la peau, c'est vivant. D'ailleurs, ce n'est pas aux esthéticiennes que je vais apprendre ça, que notre peau, c'est le support. Et le support en fonction des habitudes alimentaires, solaires, de la santé, du moment. Si on prend des traitements, par exemple, il peut y avoir une incidence. Donc, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, les clients disent « Ah, le pigment a viré ». Non, le pigment s'estompe. Le pH de la peau aussi, c'est important. Une peau trop acide, on se rend compte que le pigment va tenir moins longtemps. Quelqu'un qui va transpirer beaucoup, sur la zone, forcément. Donc en fait, oui, c'est vrai, ça s'estompe, ça va bouger dans le temps, ça vit dans la peau de la cliente ou du client, parce qu'on n'en a pas parlé. Ça peut être sur les hommes aussi? Sur les hommes, parce qu'on parle du visage, il y a une notion aussi réparatrice. Quand on a quelqu'un qui a par exemple une alopécie ou qui a fait une pelade ou qui a une chimiothérapie, sous avis médical bien évidemment, on va pouvoir l'accompagner et redessiner une partie du visage. Donc, mais oui, le pigment vit dans le temps et nous on a des pigments d'origine minérale et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut sans cesse réharmoniser le visage. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Est-ce que ça peut venir aussi du fait que l'esthéticienne ou la praticienne n'a pas osé aller suffisamment loin dans la peau? Une main experte. Souvent les personnes qui vont se former, ça c'est ce qu'on se rend compte, veulent acheter beaucoup de matériel au départ. Alors qu'en fait, on leur dit au départ, une technicienne qui maîtrise avec un matériel un peu en deçà va y arriver. Quelqu'un qui maîtrise un peu moins, qui achète tout le matériel pour démarrer, des fois n'y arrivera pas parce qu'en fait, elle va avoir quelque chose qui est plus expert qu'elle-même. Donc, il faut se former, se perfectionner. Se former, pour moi, c'est pas regarder un tuto. C'est vraiment sortir déjà de son institut, être avec un formateur. Nous, on privilégie plutôt les formations de groupe parce que l'individu vit dans un groupe et c'est important de se positionner par rapport aux autres. Et puis, il faut savoir prendre le temps parce que là, on est dans la perfection et au millimètre près. On a une obligation de résultat quand on est sur un visage. C'est sûr. Ah, c'est sûr parce que sinon... Si c'est pour ressembler à Quasimodo. Et qu'est-ce qu'on a? Après, on pourrait faire limite un making-of du maquillage longue durée. On a des anecdotes par centaines, parce qu'on a eu des personnes qui sont venues avec des maquillages longue durée de travers, où la professionnelle a dit votre visage est de travers, c'est votre visage. Non, à un moment donné, c'est assez simple. On a un support qui est la peau, un objet tranchant qui est une aiguille, une substance colorante, un pigment. Quand on rentre dans la peau, ça doit tenir. Maintenant, c'est en fonction de comment je rentre, avec quel outil, comment je suis positionnée aussi, mon matériel, la puissance de mon matériel, tous ces facteurs-là vont faire que ça va tenir plus ou moins longtemps. Voilà. Et puis pour celles qui disent à leurs clientes qu'elles ont le visage de travers, je pense qu'on est là aussi pour corriger les... Bon, ça
des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. On est là pour corriger, effectivement. Bon, ben, merci beaucoup Violetta. Merci à vous. Je sais pas si je vais me lancer dans la dermopigmentation, mais en tout cas, merci de me l'avoir proposé. Vous verrez. Vous ne le savez pas encore. Suspense, on verra si je me lance ou pas. Alors, en tout cas, c'est très sympathique de votre part de répondre à toutes ces questions qui sont très très importantes et qui, je pense, vont beaucoup intéresser les esthéticiennes du groupe. Et ben, on se retrouve très prochainement alors. Parfait, avec Merci bien. plaisir. Merci à toutes. Bonjour Montse. Bonjour. Enchantée. Vous aussi. Enchantée de faire votre connaissance. Alors, Montse, vous êtes une des pionnières du maquillage permanent en France. C'est ça ou pas? Une des plus jeunes. Une des plus jeunes? Parce que heureusement, j'en ai eu qui m'ont appris, on va dire, ces techniques. Oui, forcément. Mais ça fait combien de temps du coup que vous exercez? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Alors, pas dans cette forme, puisque j'ai démarré tout simplement en micro-entreprise, et puis après en entreprise individuelle, et aujourd'hui en société. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de monter carrément un centre de formation autour de ça? Tout simplement le manque de technicité, le manque d'accompagnement, manque de pédagogie. Et mes premières armes, mon premier travail a fait que j'ai été une professionnelle vraiment dans la formation. D'accord, ok. Et donc, du coup, vous avez, comment dire, vous vous êtes rendu compte sur le marché qu'il y avait un véritable manque de technicité, c'est ça? Technicité, professionnalisation. En fait, je suis arrivée à un moment où on parlait vaguement de pigments, vaguement de techniques. On savait qu'il y avait des aiguilles. On ne parlait pas du tout d'hygiène, parce que c'était, on portait pas de gants, hein. On avait des espèces de bols avec des éponges, pas usage unique. Donc, on va replacer de ça. Et c'est vrai que c'était perturbant, surtout que moi, pour rappel, je ne sortais pas du monde de l'esthétique. D'accord. Parce que j'ai passé ensuite un diplôme pour avoir les mêmes valeurs, les mêmes échanges. Le même langage. Le même langage. Et c'est comme ça qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide. D'accord. Et donc, du coup, vous avez décidé de créer une entreprise familiale, c'est ça? Autour de ce thème-là, au niveau de la formation? Alors, ça s'est fait naturellement. D'accord. Parce que moi, j'aime travailler avec les personnes que j'aime. J'aime et j'aime distribuer. En fait, quand je suis bien quelque part, j'aime bien l'expliquer, le montrer. Et puis, du coup, m'entourer des personnes qui ont des vraies valeurs. Vous avez emmené votre sœur, votre fille? Dans un premier temps, ma sœur. Mais parce qu'elle avait un parcours qui était complètement complémentaire. Et du coup, ça a optimisé, ça a donné encore plus de force à l'entreprise. Parce que être bonne et très bonne dans une technique, avoir envie de partager, c'est important. Mais par contre, tout ça, ça demande une organisation, une méthodologie, beaucoup d'administratifs, parce que il en faut pour avoir un centre. Heureusement. Et heureusement. Et du coup, c'est des valeurs de partage. Et dans ces valeurs-là, on a retrouvé effectivement une envie de partager ces techniques. Très bien. Aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution du métier en fait quand on voit par rapport à ces 20 ans qui se sont écoulés, comment vous voyez cette évolution? Donc déjà, travailler sur un diplôme d'État. Diplôme d'État qui s'appellerait X avec un niveau Y, peu importe, mais qu'on ait au moins une possibilité de découvrir, peu importe le centre qu'on va choisir, mais qu'on ait des bonnes références. Nous, ça fait maintenant 20 ans qu'on est sur les mêmes références. On a besoin de connaître ce que la personne a fait, connaître le cadre qui lui manque pour pouvoir compléter avec les morceaux de pulse qu'elle aura acheté chez nous pour avoir son pulse de vie professionnelle. Donc oui, première chose, que enfin on se professionnalise, peu importe où ça vient, peu importe comment on appelle le rose bonbon, on s'en fout. L'essentiel, c'est aujourd'hui accompagner des futurs professionnels parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. Des gens qui vont se former sur YouTube, qui pensent que c'est de la formation, alors que c'est de l'information. On voit des gens arriver. Moi, j'ai encore de la chance d'avoir quelques clientes parce que j'organise mon temps et j'ai encore cette partie qui me tient à cœur parce que c'est la réalité du métier. Quand je les redécouvre en cabine et je vois les carnages qu'on peut retrouver, je dis carnage, mais parce que c'est réellement des 3, 4, 5 séances, parfois des lasers, parfois des gens qui ont été brûlés parce qu'ils font du détatouage.
Donc, vous voyez, tout ça, c'est professionnalisé, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. 20 ans, c'est pas rien. Moi, je suis arrivée où c'était vraiment Là, il y avait les chevaux. Aujourd'hui, on peut rouler en Porsche parce qu'on a de l'appareillage, on a une réelle réglementation, on a des pigments qui sont conformes, des encres qui sont conformes, et on a des centres de formation qui ont envie d'accompagner des futurs professionnels. Vous avez parlé de dépigmentation. Est-ce que c'est autorisé pour les professionnels qui font vos formations ou est-ce que c'est uniquement réservé aux médecins? Alors, normalement, on détatoue au laser. Donc, c'est interdit. C'est pas interdit, c'est non autorisé. C'est pas la même chose. C'est le cadre juridique. Voilà. En tout cas, chez nous, toutes les personnes qui nous appellent pour faire une formation de détatouage, on leur dit « Nous ne pouvons pas vous accompagner sur ce projet. » Il y a des centres qui le font parce qu'en fait, ils ne peuvent pas travailler en faisant du détatouage. Oui, c'est non autorisé. S'il y a un contrôle ou quoi que ce soit... Les personnes auraient des problèmes. Malheureusement, on peut continuer à former parce qu'il y a plein de gens qui forment. Parce que c'est assez lucratif. Une journée de formation en détatouage se vend sur le marché aujourd'hui 1 000 €. Donc, oui, ça vaut le coup. On ne nous dit pas de ne pas former. On nous dit vous ne pouvez pas faire du détatouage. Mais une fois que vous êtes formé, vous arrivez dans vos cabines, vous ne pouvez pas faire du détatouage. Ouais, donc c'est compliqué. Donc c'est réservé aux médecins, on est d'accord? Aux médecins et aux personnes qui font du laser. Okay. Qu'est-ce qui me tient à cœur aujourd'hui? On est dans un monde qui va vite, tout et n'importe quoi. Réfléchissez, c'est pas anodin. Un poil, c'est un poil. 1 centimètre, c'est 1 centimètre. 1 millimètre, c'est 1 millimètre. On n'apprend pas du jour au lendemain. Si vous choisissez un centre, il faut que ce centre vous dise oui, 3 jours, c'est pas possible. 3 jours, c'est de l'hygiène. Avec nous, c'est minimum 10 jours. C'est minimum 10 jours. Et ensuite, on a des niveaux. Chez nous, c'est des niveaux parce qu'on débute. On est des débutantes, ensuite on se perfectionne et après on veut masteriser tout ça, faire des masterclass. On n'est pas obligé de faire du modèle, on ne va pas piquer, on va apprendre, vous donner un protocole de travail et ça c'est hyper important, le protocole de travail. Parce que malheureusement les esthéticiennes aujourd'hui, alors il y a l'ancienne esthéticienne que j'ai connue et la nouvelle esthéticienne. Alors il y en aura sûrement des deux qui vont écouter. L'ancienne esthéticienne, elle comptait moins. Chute, mais c'est vrai. Et la nouvelle esthéticienne, elle compte avant tout. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand vous avez fait une formation, vous avez acheté des appareils, vous avez acheté des pigments, vous avez de la clientèle et que vous n'êtes pas capable de les avoir, peu importe le prix que vous avez payé, c'est déjà trop cher. Oui, il faut déjà partir de la formation en sachant à quelle cliente on va vendre ce genre de... C'est complètement ça. C'est ça. Et on a trop de gens qui viennent aujourd'hui, qui ont été formés en très peu de temps, qui ont eu un investissement de 5 000, 10 000, 15 000 euros, c'est trop cher parce que c'est dans le placard. Parce qu'en 5 jours, il ne faut pas se leurrer, vous ne savez pas travailler. Voilà. Donc, y aller étape par étape. Étape par étape, allez-y tranquillement. On parle du microblading aujourd'hui dans des techniques. Eh bien, le microblading peut être une étape parce qu'on n'a pas assez d'argent pour investir. On ira tranquillement, on fera du maquillage permanent ou du tatouage esthétique après. Et on verra, mais tranquillement, zone par zone, ça fait partie de l'équilibre professionnel. Et donc, vous faites non seulement du maquillage semi-permanent, mais vous faites aussi dans votre centre de formation des extensions de cils et de l'épilation au fil. Et ça, c'est très, très demandé. Alors, c'est très demandé. Alors, on est arrivé par la suite sur des micro-formations. Avec une grosse demande aujourd'hui, parce que l'épilation au fil, c'est une tendance. Ah, complètement, oui. Alors, il y a la pince, mais il y a le fil. Et qu'est-ce qui coûte moins cher? Ça sera un sujet. La pince ou le fil? Moi je le sais, c'est le fil. Par contre, ces petites formations nous ont permis d'accompagner des personnes qui venaient en maquillage permanent, qui ne savaient pas épiler correctement. Parce que l'épilation à la pince, c'est pareil, il manque de la formation. On a des esthéticiennes qui ne savent pas épiler à la pince, qui vont faire que de l'épilation à la cire. C'est vrai que quand on est à l'école, on ne nous apprend pas spécialement à tenir une pince. Alors qu'elle fait partie de notre plan de travail. Donc je pense que là aussi, il y aurait un travail. Est-ce que j'épile avec une pince biseautée, avec une pince crabe? Est-ce que je prends du fil? Qu'est-ce que je vais prendre comme outil? Donc déjà, là, on a une journée de formation.
en maquillage permanent. Et c'est souvent une formation qu'on pourrait mettre devant en connexion avec le maquillage permanent. Parce que le maquillage permanent, on va le dessiner, mais il y a une préparation et il faut bien sûr épiler. Eh ben oui. Peu importe si on épile au fil, à la pince crabe, biseauté ou à la pince ciseau, il nous faut un outil pour préparer. Et cette préparation est très importante. Voilà, ça fait partie en fait du truc et effectivement, ce que vous faites le plus souvent finalement en dermopigmentation, ça va être le sourcil, c'est ça? Oh non, il y a des périodes. Ça dépend des moments. Alors, le sourcil, bien sûr, chapeau du visage, c'est ce qui va donner l'architecture. Alors forcément, il y a une tendance, aujourd'hui, c'est le sourcil en avant. Il y a eu des tendances de bouche. Aujourd'hui, la bouche est plus nude, plus comme on appelle chez nous aquarelle, quelque chose de plus transparent. Et puis, il y a toujours les yeux, parce que qui n'a pas rêvé de se lever avec, un matin avec les yeux un peu pigmentés, densifiés, plus en amande, n'importe qui. En tout cas, toutes les filles qui se couchent, qui se couchent sur un lit de cabine, bien sûr, hein, ont envie d'avoir un regard plus dessiné. D'accord. Oui, c'est quand même le plus important, le regard. Et on est venu sur ces petites niches de formation qui sont l'épilation au fil, l'extension de cils, parce qu'il y avait un réel besoin. L'extension de cils est venue en deuxième temps, il y a une dizaine d'années, ça fait à peu près 10 ans, oui, où on travaillait sur une formation beauté du regard. Parce que c'est vrai que là, on se regarde, et même, je n'ai pas regardé votre bouche, j'ai regardé sur les sourcils, je me suis dit, si un jour elle se couche, qu'est-ce que je peux faire pour que son sourcil soit mieux? Comment je peux accentuer l'œil? Est-ce que je vais le dynamiser en amande? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une relation qui est plus dans les yeux. Donc, beauté du regard. Et si en plus, je peux rajouter un peu d'extension, c'est génial. C'est sûr, parce que le regard, c'est un petit peu l'âme qui s'exprime, donc c'est important que ce soit magnifié et mis en valeur. Et donc, là, du coup, on a la totale avec la dermopigmentation, l'épilation au fil et puis l'extension de cils. Et là, on a des yeux parfaits, un regard parfait, c'est ça? C'est ça. Bon. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Montse, pour toutes ces explications. Si vous aussi, vous êtes intéressé par l'épilation au fil, par la dermopigmentation, le microblading, le micro-needling, et quoi d'autre? Les extensions de cils, j'ai déjà dit. C'est déjà pas mal. Le tatouage artistique. Et le tatouage artistique éventuellement. Eh bien, vous pouvez prendre contact avec moi ou directement avec Pigmentse, qui est l'entreprise de formation qui est représentée par Montse aujourd'hui. Et en tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres questions et si vous avez envie d'en savoir encore davantage. Si c'est le cas, on s'organisera peut-être pour aller un petit peu plus loin, pour faire des choses un petit peu plus précises. Mais en tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé, mettez des likes, mettez des commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt les filles. Au revoir. Bye bye. Alors j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris énormément de choses. En tout cas, si vous avez envie d'avoir davantage de renseignements, vous avez deux possibilités. Soit poser vos questions juste en dessous de la vidéo, ainsi que vos commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez envie d'en savoir davantage. Et autre possibilité, ça va être également de venir rencontrer Violetta et Montse ainsi que leur équipe sur le salon Beauté Sélection de Lyon qui aura lieu le 25 et 26 novembre sur Lyon à Eurexpo. Et donc, elles seront disponibles pour vous renseigner sur le stand de J55, mais également, elles vont faire des conférences le dimanche et le lundi. Donc, moi, je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour n'importe quelle professionnelle esthéticienne d'aller les rencontrer et de savoir un petit peu, d'aller écouter ce qu'elles ont de beau à raconter en plus de tout ce qu'on a pu évoquer dans cette vidéo. Et bien écoutez, pour celles qui me suivent, sachez que mes vidéos sont disponibles sur YouTube, sur le compte Nelly
Colo, C-O-L-O, et que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. De cette manière-là, vous serez tenu au courant plus facilement de toutes les interviews et des vidéos, de mes conférences, etc. que je peux donner régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.